Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'université Sorbonne Paris-Nord. Je m'appelle Alexis et je me trouve aujourd'hui avec Love qui animera toute cette émission en ma compagnie. Bonjour Love. Bonjour Alexis. Nous sommes des élèves de 2e et de 3e année de licence information et communication et vous découvrirez aujourd'hui de nombreux contenus, interviews, reportages, débats et chroniques réalisés par nos camarades tout au long de ce semestre et également avec l'accompagnement de notre intervenante Léa Capuano. Vous pourrez également retrouver la plupart de ces contenus sur les plateformes de streaming. Nous invitons également à vous abonner à nos comptes Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et Spotify, @13e Monde, pour suivre toute notre actualité. Alors Alexis, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu considères que ton éducation provient de ton apprentissage scolaire ? Je pense que c'est une bien bonne question qui mérite un approfondissement. Ça tombe très bien parce que c'est le thème justement de notre émission du jour qui se nomme École buissonnière, l'éducation au-delà des classes. Donc pour répondre à cette question, nous avons pléthore de thématiques abordées, l'éducation aux médias comme une partie de l'éducation populaire, le financement de l'éducation nationale ou encore le sport comme outil de financement, comme outil d'émancipation. Rien n'a échappé à nos camarades que vous entendrez tout au long de cette heure en notre compagnie. Ah, voilà qui semble bien intéressant. Pour aborder ce sujet, nous recevons aujourd'hui des intervenants tous plus intéressants les uns que les autres. Nous commencerons par notre traditionnelle interview exclusive. Nous accueillerons Mathilde Boudon-Lamraoui, formatrice en animation et loisirs et facilitatrice en éducation populaire. Comme à l'accoutumée, Amrou nous tiendra au courant des événements culturels du campus de Villeneuve. Cette chronique sera suivie d'une interlude musicale, cette fois-ci proposée par notre artiste Marvin. Nous reprendrons ensuite avec la revue de presse présentée par Ilyes et Boubacar, qui sera suivie d'une table ronde à laquelle participeront Robespierre, Elina et Christine. Ils échangeront autour des récentes réformes du gouvernement touchant l'éducation. Itir proposera une chronique sur la diffusion France 3, France Bleu, et ensuite Jean-Sylvestre, Shaina et Cécile échangeront sur l'éducation en Seine-Saint-Denis, avant de terminer par le billet d'humeur de notre chroniqueur Ibrahim. C'est un sacré programme que nous avons là, je vous propose de commencer. Je vous propose donc de commencer par l'interview de Mathilde Boudon-Lamraoui, femme multicasquette, intervenante en animation et loisirs, facilitatrice en éducation populaire et membre du collectif La Friche. Un collectif composé d'artistes, journalistes et documentaristes. Nous accompagnons donc des processus de création de documentaires collaboratifs et des projets d'éducation populaire aux médias à travers des méthodes visant l'émancipation, la transformation sociale et la transmission pour le faire. L'entretien sera mené par Sonia et Aïna. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. 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 Bonjour Mathilde Boudon-Lamraoui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'éducation populaire ? C'est une vaste question. Déjà, je tiens évidemment à vous remercier toutes et tous pour l'invitation et pour nous laisser la parole et la possibilité d'échanger autour de ce sujet ô combien intéressant qu'est l'éducation populaire au sein de l'université. Alors l'éducation populaire, c'est un terme qui est très difficile à définir, puisqu'il y a à peu près autant de définitions d'éducation populaire que de personnes qui se revendiquent de l'éducation populaire. En tout cas, moi, au sein du collectif dans lequel je travaille, La Friche, un collectif d'éducation média, pour nous, l'éducation populaire, c'est avant tout un espace de libération de la parole, dans lequel les personnes qu'on accompagne, qui souvent font partie de territoires qui sont stigmatisés dans les médias, ont la possibilité déjà peut-être d'identifier les stigmates, les stéréotypes dont ils ou elles sont victimes dans les médias traditionnels. Et puis c'est un espace aussi à l'intérieur duquel on essaye de proposer d'autres récits de territoires qui peuvent être stigmatisés, comme les quartiers populaires, et puis aussi d'autres récits des personnes qui ont l'habitude parfois de se sentir stigmatisées ou stéréotypées dans les médias traditionnels. Et donc pour résumer, la manière dont on a tendance à le définir, ça se joue en 4 points. Le premier point, c'est le point du développement du pouvoir d'agir. On tente de mettre en place des espaces dans lesquels les gens peuvent se réapproprier une parole médiatique pour développer du pouvoir d'agir. On croit que le développement du pouvoir d'agir il va se jouer à un niveau plus collectif et il va se passer quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation pour enfin tenter d'approcher la transformation sociale. Et maintenant, selon votre définition de l'éducation populaire, pensez-vous qu'elle va permettre aujourd'hui de contribuer à la transformation sociale et à la lutte contre les inégalités ? Super bonne question. L'enjeu, le pilier
fondamental que je n'ai pas encore abordé, c'est l'enjeu de la conscientisation. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on s'aperçoit qu'il nous arrive d'arriver dans des espaces, dans des centres sociaux, dans des quartiers populaires, dans des territoires avec une grosse précarité, et d'avoir déjà la possibilité de créer un espace de parole où on conscientise les inégalités dont on peut être victime, où on conscientise les stéréotypes dont les territoires dans lesquels on vit peuvent être victimes. C'est déjà quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que la transformation sociale, je ne sais pas, je dirais que c'est un horizon qu'il faut se donner quand même, mais qui nous sert davantage d'horizon régulateur. C'est-à-dire que c'est une finalité qui peut-être est utopique, mais c'est l'idéal qui nous tient et puis c'est l'idéal qui nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Voilà, est-ce que ce qu'on fait contribue à la lutte contre les inégalités? Je l'espère et je le crois en tout cas. Cette envie ou ce besoin de faire de l'éducation populaire, est-ce qu'elle a pour origine un manquement du système de l'éducation nationale? Est-ce que vous parlez, moi, dans une perspective individuelle ou collective? Je pense que c'est mieux que vous répondiez peut-être de manière individuelle. Ok, moi c'est une super bonne question. Je pense que pour ma part, oui, absolument. J'ai suivi des études universitaires comme vous, qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire que je les ai arrêtées de manière précipitée. À cause d'un environnement socio-économique qui faisait que j'étais obligée de travailler, d'avoir un salaire, et qu'à un moment donné, moi on m'a dit à la fac, bon à mon époque, je vais pas me dire à mon époque parce que c'était il y a quand même quelques années, les profs m'ont à plusieurs reprises dit à la fac qu'entre travailler et étudier, il fallait choisir. Et que le fait que je sois salariée et étudiante à côté, c'était pas compatible. Donc effectivement, je ne me suis pas sentie particulièrement accueillie, incluse aussi à l'époque. Moi j'ai choisi de faire des études de philosophie. Très concrètement, les personnes qui font des études de philosophie, elles viennent de milieux plutôt majoritairement bourgeois, parce que voilà, la question du travail après n'est pas forcément un souci qu'ils ont en permanence dans la tête. Et donc oui, absolument, moi j'ai arrêté mes études de manière un peu précipitée après la licence. Et puis je me suis dirigée vers des espaces d'éducation populaire, des associations, des maisons de quartier, des centres sociaux. Et c'est là que je me suis sentie épanouie. J'avais envie de transmettre, et puis j'ai choisi de transmettre en dehors de l'éducation nationale. Si on comprend bien, l'éducation populaire, c'est pas une approche élitiste de l'éducation. L'éducation populaire, elle est aussi parfois résumée par une citation de Paulo Freire, qui est un pédagogue qui a écrit un bouquin assez fameux dans l'éducation populaire qui s'appelle La pédagogie des opprimés, qui résume l'éducation populaire en disant c'est l'éducation de tous par tous. Donc en fait, c'est la possibilité, vous et moi, comme on est en train de le faire là, d'échanger, de discuter et de s'apprendre des choses sur nos conditions de vie, sur nos trajectoires. Et en fait, c'est aussi la croyance, l'éducation populaire, de dire qu'à travers nos histoires personnelles, il y a des savoirs un peu généraux à tirer sur le fonctionnement d'une société. Nous, ici à 13e Monde, on a eu l'opportunité ce semestre de faire différents reportages et on a eu l'opportunité de faire un reportage auprès du Bondi Blog. Bondi Blog qui est un média en ligne reconnu un peu par tous et qui est la voix, entre guillemets, des quartiers populaires. Et nous avons pu interviewer Sarah Ichou, directrice du Bondi Blog, qui nous a dit ceci. Là, depuis quelques années, on a vraiment déployé un programme d'éducation aux médias basé sur pas mal de méthodes d'éducation populaire. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, du coup, on n'intervient pas qu'avec des scolaires, on intervient pas mal avec des scolaires, mais aussi avec des assos, des centres sociaux. Et en fait, l'idée, c'est de sensibiliser aux médias, qu'ils aient quelqu'un en face qui leur ressemble souvent, pour poser leurs questions, pour s'identifier s'ils veulent faire ça. Et même s'ils ne veulent pas faire ça, même si tu ne veux pas devenir journaliste, par contre, en tant que citoyen, tu t'informes. Et comment bien s'informer, ça c'est important. Du coup, l'éducation populaire, vous nous aviez dit que ça permet aux individus de pouvoir se réapproprier la parole et de construire leur propre récit et discours. Et le Bondi Blog, lui permet ça à travers leur système d'éducation aux médias dans le principe même du Bondi Blog, c'est-à-dire des conférences de rédaction ouvertes à tous le mardi soir. Et maintenant, j'ai une question. En quoi l'éducation aux médias est une forme d'éducation populaire? Déjà, c'est une forme d'éducation populaire parce que l'éducation média, ça traite de quoi? De l'information. Informer, bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais c'est une définition hyper large. Là où on peut articuler éducation aux médias et éducation populaire, c'est dans le sens justement de à qui ça s'adresse, l'éducation aux médias. Et il y a quelques espaces dans lesquels justement on tente de faire sortir l'éducation aux médias des murs très cloisonnés de l'école, où en fait l'éducation aux médias, c'est pas réservé à l'école. Et de la même façon, j'en profite aussi pour le dire, les politiques publiques ont tendance à beaucoup financer des projets d'éducation aux médias à destination des jeunes.
en direction des jeunes, il faut monter des projets d'éducation média. Or, on s'aperçoit avec les statistiques que les personnes en France qui diffusent le plus de fake news, ce ne sont pas les jeunes, et ce sont les seniors. Et donc on voit bien là qu'en termes déjà de politique, il y a une espèce de représentation en se disant bah, c'est les jeunes et potentiellement plutôt les jeunes de quartiers populaires qui ont besoin d'éducation média parce qu'ils seraient les principaux acteurs de la diffusion des fake news. Les statistiques démontrent ça. Donc en fait dans le principe même de l'éducation média, c'est important que ça existe et c'est une forme d'éducation populaire pour créer des échanges de paroles déstigmatisants, pardon, on devrait déconstruire les stigmates, justement, qui peuvent être diffusés à grande échelle dans les médias, et puis par ricochet dans les institutions, dans les universités, dans tous les cercles de socialisation et d'enseignement. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas l'éducation nationale qui prend ces initiatives-là. Vous faites partie du collectif La Friche. Pouvez-vous nous expliquer comment vous agissez? De la même façon qu'on peut avoir plusieurs définitions de l'éducation populaire, il y a aussi plusieurs définitions d'éducation aux médias. Si vous demandez à un ou une collègue d'une autre asso, il pourra vous dire l'éducation aux médias consiste à apprendre aux personnes comment bien s'informer et comment repérer les fake news. Moi, c'est pas ce que je crois. Je pense pas que l'éducation, ça puisse apprendre aux gens une bonne manière de s'informer, parce que je ne pense pas qu'il existe une bonne manière de s'informer. Nous, ce qu'on tente de faire dans les espaces d'éducation aux médias qu'on anime, c'est de donner aux personnes des outils d'analyse des informations qu'elles ont l'habitude de consommer. Par exemple, on a revisité un outil d'éducation populaire qui s'appelle l'arpentage. L'arpentage, c'est un outil dans lequel on va mettre en place une lecture collective. Et nous, on a mis en place l'arpentage des influenceurs. Comment on va tenter justement d'analyser, de décrypter les contenus des influenceurs, non pas en créant une forme de hiérarchie implicite, en disant les influenceurs, ce ne sont pas des bonnes sources d'information, et les médias indépendants, ce sont une super source d'information, mais plutôt en tentant d'analyser de la même façon toutes les sources d'information utilisées par les personnes qu'on accompagne. Et d'un côté, l'éducation populaire est donc présentée comme un moyen de démocratiser l'accès à l'éducation et aux médias, comme vous nous l'avez dit. Mais certains pourraient soutenir qu'elle risque aussi de compromettre la qualité de l'enseignement et de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qu'elle induit, c'est une forme de hiérarchisation. Qu'est-ce qu'on entend par qualité de l'enseignement? Qui dit qu'un enseignement est de qualité ou non? En fait, c'est cette question-là, je pense, qu'il faut se poser. C'est la question du point de vue situé. Qui décide qu'un enseignement est plus qualitatif qu'un autre? Qui décide qu'un savoir est plus légitime qu'un autre? De la même façon, qui décide qu'une information est plus légitime qu'une autre? Nous, ce qu'on tente de faire, dans un premier temps, c'est de comprendre la manière dont les personnes qu'on accompagne s'informent, donc de les faire parler sur leurs sources d'information, et dans un second temps, de leur donner des outils de décryptage et d'analyse de ces sources d'information, en essayant de suspendre notre jugement quant à justement la qualité de l'information en question ou la qualité du média en question, mais plutôt en permettant aux personnes de manière autonome de décrypter un petit peu les différents enjeux autour de la production d'informations et en tentant aussi de leur faire fabriquer des informations en se rendant compte de toutes les questions qu'on se pose. Ok, de quoi je parle en premier, de quoi je parle en second, et comment ces questions-là, on peut par la suite les décrypter plus facilement dans un JT. Si j'ai déjà fabriqué une émission de radio, comme c'est votre cas aujourd'hui, et qu'on s'est déjà posé la question justement du conducteur et de l'ordre dans lequel on va faire passer les intervenants, et on va pouvoir de la même façon se poser la question de tiens, pourquoi sur l'immigration on fait passer cette personne-là en premier au JT France 2 par exemple. Est-ce que l'éducation populaire et l'éducation média dont on parle maintenant, elle est adressée à un public particulier? Les jeunes ou voilà quoi. Personnellement, je ne pense pas. D'ailleurs, je pense que même moi, en tant qu'intervenante éducation aux médias, je me questionne encore tous les jours sur la manière dont je m'informe, sur les questions que je me pose. C'est un processus qui, pour moi, est un processus qui doit durer tout au long de la vie. Et puis, j'en reviens un petit peu à ce que je vous disais. Les politiques publiques ont ciblé des groupes en se disant que ça devrait être les groupes prioritaires ciblés par l'éducation aux médias. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, les projets mis en place, les financements qui sont levés par les politiques publiques, ne répondent pas exactement à la réalité de ce qui se passe en termes de diffusion de fake news. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait un groupe particulier à cibler pour ce qui concerne l'éducation aux médias. Du coup, tout part au départ de la formation. Donc maintenant, comment pouvez-vous nous garantir que les ressources et les opportunités dans le domaine du journalisme, par exemple, notamment en termes des formations, du coup, soient accessibles à tous grâce à des approches d'éducation populaire? Je ne peux absolument pas vous le garantir. Dans le sens où, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. La composition sociologique des écoles de journalisme, l'environnement socio-économique, d'où proviennent les étudiants en journalisme,
Moi, je pense, à titre personnel, que ça impacte évidemment la fabrique de l'information dans les médias, quel qu'il soit. Et puis, j'ai l'impression aussi que déjà, essayer de réconcilier les journalistes et l'éducation média, c'est déjà un sujet énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne voient pas forcément l'intérêt de faire de l'éducation média en tant que journaliste. Or, j'ai l'impression qu'en tant que journaliste, ça nourrit notre pratique, ça enrichit évidemment notre regard, ça nous permet d'être bousculés parfois sur des représentations qu'on pourrait encore continuer à avoir sur des personnes sur du territoire. Donc je ne peux pas garantir que l'accès à la formation de journalisme, pour l'instant, elle puisse être plus inclusive. Par contre, je connais des espaces, évidemment je pense au Bondi Blog que vous avez rencontré, qui, j'en suis certaine, permettent en tout cas de faciliter la fabrication de l'information pour des personnes qui sont justement éloignées des écoles du journalisme classique. Il y a un autre lieu dans lequel on intervient et qu'on a co-construit avec la Friche qui s'appelle le Labo 148, qui se trouve à Roubaix. Le Labo 148, c'est un projet innovant en France où en fait c'est un lieu d'accueil de jeunes, donc comme une maison quartier, comme un centre social, mais qui regroupe une équipe d'animateurs, d'animatrices qui ne font que de l'éducation aux médias. Donc l'ensemble des activités du Labo 148, c'est de l'éducation aux médias. On y apprend à manier une caméra, à conduire une émission de radio, à utiliser du matériel, à produire de l'information. Et on a, après quelques années, là quand même, des chiffres sur l'impact du Labo 148 sur le territoire, puisqu'on a pas mal de jeunes qui sont passés par le Labo 148 et qui aujourd'hui occupent des postes de journalistes, sans être passés par des écoles de journalistes traditionnelles. Et est-ce que vous pensez que l'éducation populaire reste neutre et objective dans sa démarche, ou est-ce qu'elle peut être manipulée à des fins politiques ou idéologiques? Je ne crois pas à la neutralité. Donc je vais vous répondre très franchement non. Je ne pense pas qu'elle soit neutre, je ne pense pas qu'elle soit objective. De la même façon, je ne pense pas que les médias soient neutres, je ne pense pas que les journalistes soient neutres. On peut évidemment se donner comme finalité de tenter de l'être au maximum, voilà, le principe du contradictoire, d'aller chercher le contradictoire quand on veut créer un reportage sur un fait de société. Mais par contre, la neutralité, je n'y crois pas, tout simplement parce que être humain, c'est être subjectif. La façon dont je vais observer les événements en fonction de si je suis un homme, si je suis une femme, si je suis une personne handicapée, pas handicapée, si je suis noire, si je suis blanche, évidemment que mon regard ne va pas être le même, évidemment qu'il va être plus sensible à tel ou tel élément de l'information. Donc je ne peux pas garantir la neutralité de l'éducation populaire. Non. Merci beaucoup Mathilde pour cette intervention, pour avoir répondu à nos questions, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Donc encore une fois Mathilde Boudon-Lamraoui qui nous aura fait l'honneur de sa présence. Nous pouvons que vous encourager à la suivre sur Instagram et à vous procurer Contre-jour, une revue à l'intersection du journalisme et de l'éducation populaire. Passons donc à la traditionnelle rubrique ActuPact. Notre camarade Amadou nous résumera les événements culturels de l'université les prochaines semaines. Oui, merci. Écoutez bien, si vous voulez être tenu au courant des événements qui ont lieu ou qui ont eu lieu sur le campus, on est parti. On commence avec la 3e édition du stand-up poétique pour une dimension un petit peu plus musicale. Elle a eu lieu le 26 mars et le concept est simple. 13 artistes, dont des slammers, rappeurs et écrivains, parmi eux Yaz et Lior du collectif 129, accompagnés au piano par Nicolas Segui, alias S. Petit Nicolas. Ils nous ont offert une scène où la poésie se mêle au slam et au spoken word, le tout orchestré par Julien Barrette, linguiste et spécialiste d'art oratoire. Un événement qu'il ne fallait pas rater. Ensuite, si vous êtes fan de danse et plus particulièrement de breakdance, le service culturel de la fac va organiser ce mardi 2 avril de 12h30 à 14h sur la place du Forum son traditionnel battle de danse en 1 contre 1 avec cette fois-ci, comme je l'ai dit, une édition 100% breakdance pour mettre en valeur cette nouvelle discipline olympique, on le rappelle. L'événement est en collaboration avec Street Smile, une organisation d'événements hip-hop et breakdance qui ramèneront leurs pro speakers pour assurer un show de qualité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire au club du service culturel. Enfin, vendredi prochain, le 5 avril, les 3 IUT de l'université organisent une matinée d'échange sur la thématique du numérique éco-responsable. Des sujets tels que le Green IT pour réduire l'empreinte environnementale, l'IT for Green pour le développement durable et la conception responsable des services numériques seront abordés. Des discussions sur les politiques publiques liées à ces enjeux seront également au programme pour permettre aux participants de mieux appréhender les méthodologies
à mettre en œuvre pour des projets concrets dans ce domaine. Merci Amrou pour le partage de toutes ces informations. Si vous n'avez pas noté certaines de ces dates qui pourraient vous intéresser, nous vous conseillons vivement de consulter le site internet de l'université où vous pourrez toutes les retrouver. Nous vous proposons maintenant un petit entracte musical avec la dernière chanson de notre artiste Marvin, À la vie, à la phase. À la vie, à la phase. On s'était dit à la vie, à la phase. À la vie, à la phase. Des trous, mes yeux sont en face. En toi, je voyais un frère. En elle, je voyais une wife. Je voulais te montrer à ma mère. Lui, il la connaît déjà. Ton passé, faut que tu me le dises. Je préfère quand ça vient de toi. La douleur ne fait pas mal quand elle vient des autres. C'est parce que je t'aime, sinon il y a longtemps je me suis vaisseau. Quand je fous la merde pour avancer, il faut que tu me le dises. Mais quand c'est toi à t'écouter, c'est eux qui cherchent trop. Oh, oh, oh. Rectifier le tir, oui c'est possible. Ouvre les yeux, regarde-moi. Je suis ton ami, je suis là, c'est un truc à me dire. Lève-toi ta chaise et prends ma place. On s'était dit à la vie, à la phase. À la vie, à la phase. On s'était dit à la vie, à la phase. À la vie, à la phase. On s'était dit à la vie, à la phase. Nous deux c'était jusqu'à la gare. Je voudrais juste disparaître. Je veux plus qu'on dise t'es un bon, t'es un brave. En toi j'ai mis mes espoirs. Je le ferai plus sur ma mère. De tes actes, je vois que le côté ex, je suis là pour toi si besoin. Et si je censé croire que t'es le S. Je passe du genre à chercher la petite bête, m'appelle-tu ma vie pour de vrai. Si je censé croire que tu m'aimes. Au bout du fil paranoïa, si simple à raisonner, ce bas sale pensée dans mon cerveau passe. Je pensais pas faire autant de mal, je dois sûrement dérailler. Bientôt je finis, ne raccroche pas. On s'était dit à la vie, à la phase. Mon esprit, mes pensées ne sont plus en phase. On s'était dit à la vie, à la phase. On s'était dit à la vie, à la phase. Merci. Merci à Marvin pour cette performance pour le coup entraînante. Replongeons donc dans le vif du sujet avec le classique revue de presse qui est aujourd'hui faite par nos chroniqueurs Ilyes et Boubacar. Alors pour commencer tout de suite cette revue de presse et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur un article paru dans Libération le 27 mars dernier intitulé « Dans une école d'Aubervilliers, une occupation nocturne joyeuse pour défendre l'avenir des enfants ». On le sait depuis quelques semaines maintenant, ce qui occupe les esprits des médias concernant l'éducation, ce sont les multiples manifestations et revendications des enseignants, ici même en Seine-Saint-Denis, qui dénoncent un manque criant de moyens financiers afin de pouvoir enseigner dans de bonnes conditions et demandent l'administration d'un grand plan politique d'urgence qui, d'après l'intersyndicale, s'élèverait à peu près 360 millions d'euros pour sauver l'école d'après leurs revendications. Alors cet article de Libération nous apprend que le 26 mars dernier, près de 60 enseignants, syndicats et représentants du corps professoral se sont réunis dans la nuit afin d'occuper une école de la commune d'Aubervilliers, un des fiefs de cette colère enseignante. Alors que nous sommes depuis l'attentat tragique de Moscou survenu il y a quelques jours maintenant, entrés en plein plan Vigipirate, le fait d'occuper la cour de récréation d'une école maternelle en pleine nuit est un signe vraiment fort qui révèle l'inquiétude face à ce qui est décrit comme une véritable tragédie pour notre pays. Toujours dans l'actualité, on quitte maintenant la Seine-Saint-Denis, direction le 44 et le département de la Loire-Atlantique avec un article de France Info paru il y a quelques jours montrant la réussite d'une pratique éducative réalisée au sein de la ville de Nantes, dans l'école maternelle Jean Moulin du quartier de Malakoff, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Cette école placée en bordure de la Loire est le théâtre d'une expérimentation vertueuse opérée par 4 professeurs du nom de Carole, Pascal, Lucie et Elsa depuis le début de l'année. En effet, le but est de faire profiter les enfants de ce cadre géographique privilégié en mettant en place chaque mercredi une sortie sur les bords du fleuve afin de permettre à tous ces jeunes enfants de découvrir, de sentir, de toucher, de ressentir et donc d'avoir un contact vraisemblable avec la nature.
Cette éducation, réalisée donc au sens propre et au sens figuré en dehors de l'école, permet de découvrir pour ces professeurs une nouvelle facette de la personnalité de ces enfants, avec des relations totalement différentes et instructives selon leur dire, définissant complètement un aspect et certaines facettes de ce même métier d'enseignant en école maternelle, qui plus est, dans un milieu aussi difficile sur le plan économique et social. Également à la une de l'actualité, le journal quotidien Les Échos, dans son article intitulé « Jandra Chatpion, l'éducation et le sport comme tremplin », publié le 25 mars dernier, nous fait part du portrait d'une femme athlète connue pour son engagement citoyen. Il s'agit de Jandra Chatpion, médaillée de bronze aux JO de Tokyo au Japon en 2020, ancienne joueuse de l'équipe de France en basket féminine, âgée seulement de 32 ans et originaire de la Courneuve en Seine-Saint-Denis, nous informe le journal. Aujourd'hui retraitée du sport de haut niveau, elle est nommée chef projet chargé du développement du sport pour les filles à l'Agence nationale du sport. Fondatrice de l'association Stevie Hall, créée en 2016, elle a récemment ouvert sa propre école baptisée Take Your Shot The School, où elle donne des cours sur l'éducation au sport et l'éducation tout court aux jeunes filles de la Seine-Saint-Denis, à leur enseignant les valeurs de rigueur, de discipline et de résilience. Le journal fait part également de l'estime ultime de l'éducation pour l'athlète. Selon Jandra, l'éducation a été un facteur important pour son succès. Sans le sport, je n'aurais pas pu être là où je suis, mais sans l'éducation, mon parcours aurait été impossible, souligne-t-elle. Ces multiples actions d'engagement citoyen lui ont valu d'être reçue en début d'année à l'Élysée. Elle devra porter la flamme olympique en juillet prochain sur ces terres de la Courneuve. Merci de votre attention. Merci à vous, Ilyes et Boubacar, pour cette revue de presse très enrichissante. Il est désormais l'heure de laisser place à nos débattants, Robespierre et Elina, ainsi qu'à l'animatrice de cette table ronde, Christine, pour une table ronde, cette fois-ci, organisée autour des mesures du gouvernement vis-à-vis des lois étudiantes. Alors, bonjour à tous, chers camarades, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Elina et de Robespierre. Nous allons aborder durant ce débat les dernières décisions gouvernementales qui concernent les étudiants. Alors, l'inflation bouleverse la vie des Français et les étudiants, comme vous le savez. Ils en sont les premiers impactés. Durant ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs décisions, notamment la revalorisation de la subvention de la bourse Crous pour l'année 2023-2024, ou encore l'augmentation des loyers en résidence Crous. Loyers qui, je le rappelle, depuis la pandémie, étaient gelés. On a souvent tendance à dire que l'éducation est gratuite et centrée en France. Comment est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous vous positionnez face à cela lorsque vous entendez cette affirmation ? Alors, bonjour à tous. À l'heure d'aujourd'hui, il est vrai que les frais des études universitaires restent assez accessibles, notamment en France. On peut citer notamment le prix des frais de scolarité qui reste tout de même abordable par rapport aux frais d'études dans le privé notamment. Et selon le ministère de l'Enseignement supérieur, l'État y prend en charge la plus grande partie des coûts estimés à plus de 10 000 € l'année. On peut aussi notifier que dans le milieu universitaire, le prix des frais de scolarité varie selon le niveau d'études. Donc, en fonction du niveau, c'est-à-dire en niveau licence, ce sera à peu près 170 € à l'année et 243 € pour un niveau master. Il y a en plus de ça 92 € de frais à fournir chaque année pour la contribution de la vie étudiante et de campus. C'est du coup une aide au campus qui va contribuer à financer tout ce qui est développement et renforcement des services présents dans l'établissement, comme les accompagnements sociaux, les accès aux soins, à la culture, etc. Alors, il est vrai qu'en prenant les frais de scolarité de 170 € pour une licence et de 243 € pour un master individuellement, on se dit que c'est peut-être peu cher, mais il faut le remettre dans le contexte qui est l'inflation. Il faut le remettre dans le contexte aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants qui ont leurs propres appartements, qui ont des frais à payer. Et donc, il faut remettre ces 170 € plus les 100 €, 92 € de CBEC dans le budget global des étudiants. On sait que le loyer à Paris est très cher. Par exemple, un étudiant parisien doit payer environ 860 € de loyer. Donc si on remet tout ça dans le contexte, on se rend compte que c'est quelque chose qui est au-delà des moyens de certains étudiants, ce qui crée certaines formes d'inégalité entre les étudiants qui habitent chez leurs parents
ou des étudiants qui viennent de province qui emménagent sur Paris, parce que généralement on se rend compte que les meilleures formations, généralement, pas tout le temps, sont à Paris, et donc des étudiants de province qui veulent par exemple venir à Paris en quittant la famille pour venir s'installer ne peuvent pas se le permettre vu les prix des loyers et la contribution à la vie étudiante et les frais de scolarité. Je peux que être d'accord avec ce que tu viens de me dire. Notamment, je revendique quelque chose qui s'est passé en 2019, c'est l'immolation d'un étudiant devant le Crous de Lyon. Parce qu'il avait énormément de difficultés financières, notamment il n'a pas pu accéder à un logement étudiant, donc c'était assez compliqué pour lui, il était dans une situation extrêmement précaire. Après, face à toutes ces difficultés, notamment de logement, il y a des compensations, on peut trouver des solutions, notamment le principe d'échange de chambres qui a vu le jour il y a quelques années de cela. C'est du coup l'étudiant en fait qui est en recherche de logement qui peut troquer sa chambre familiale contre celle d'un autre étudiant, et ça existe depuis quelques années. On a un chiffre qui est de 32% d'étudiants qui adoptent cette solution d'après le Parisien étudiant. C'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer? Est-ce que c'est valable sur toute la France ou comment est-ce que ça se passe? Du coup, c'est valable effectivement sur toute la France, notamment dans les plus grandes villes de province et parisiennes. Ça peut être à Paris, du coup, ça peut être un étudiant qui vient de Lyon et qui veut s'installer à Paris pour ses études, je sais pas, à la Sorbonne ou quoi que ce soit. Et vice-versa, du coup, l'étudiant ira à Lyon et habitera chez les parents de l'autre étudiant. Voilà. Alors, moi, l'une des choses que je remarque quand vous parlez de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de laisser aller du gouvernement. On a l'impression que ce sont les étudiants, leurs parents, les gens autour d'eux, en fait, en dehors du gouvernement, les gens doivent se débrouiller entre eux, s'arranger pour essayer de trouver des solutions, alors que le gouvernement pourrait prendre des décisions fortes. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, la gauche en France, pas de parti politique, mais la gauche en France a proposé de donner une allocation aux étudiants, à tous les étudiants de 1 000 € qui pourrait leur permettre de faire leurs études en toute quiétude. Par exemple, si un étudiant cumule par exemple les 1 000 € avec peut-être un salaire qui l'aura à côté, il aurait pu peut-être faire grossir la somme qu'il a au fin du mois pour pouvoir vivre beaucoup plus confortablement. On se rend compte que 56% des étudiants ont quasiment 50% de la part de leur budget mensuel qui viennent de leurs parents. Mais il existe aussi beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les parents qui ont des moyens de pouvoir les aider à une telle hauteur, donc ils se retrouvent dans des situations où ils doivent cumuler travail plus études, ce qui les perturbe grandement dans leurs études. Donc il faudrait peut-être que le gouvernement prenne des décisions fortes qui montrent que le gouvernement est présent là pour les étudiants, que de laisser les étudiants et leurs parents et leurs entourages essayer de se débrouiller comme ils peuvent en mettant en place plusieurs systèmes. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que, comme tu viens de le dire précédemment, tous les étudiants ne peuvent pas habiter chez leur famille ou leurs parents, donc c'est assez compliqué. Il y en a qui n'ont même plus de famille, donc finalement, ils sont obligés de se loger ailleurs. Après, tu n'as pas parlé de la bourse du Crous, même si effectivement, il y a eu des lois qui ont été... Oui, j'en conviens. Après, c'est vrai qu'on peut parler aussi d'échelon parce que c'est selon le revenu de tes parents, etc. Il y en a qui touchent énormément au niveau de la bourse du Crous. Vous savez, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup d'étudiants qui m'ont dit qu'il y avait des failles qui existaient dans la façon d'attribuer les bourses. Par exemple, il y a des étudiants qui ont les deux parents qui ne peuvent pas travailler, mais parce qu'il y a un parent qui touche telle chose ou qui fait telle chose, ne pouvait pas accéder à la bourse. Et donc, c'est pas quelque chose on va dire, qui s'applique à vraiment tous les étudiants. Il y a des étudiants qui se retrouvent dans des situations vraiment précaires et qui ne peuvent pas avoir accès à ces aides-là. Donc, en fait, la bourse peut éventuellement aider certains étudiants, mais sous certaines conditions. Et on a l'impression aussi qu'il faut être assez misérable, être dans une situation assez terrible pour pouvoir recevoir l'aide du gouvernement. Je rebondis sur ce que tu dis, Robespierre, qui est très intéressant. Donc, tu parles de précarité étudiante et de bourse Crous. Il y a eu, comme tu l'avais dit, une proposition de loi il y a 1 an exactement de la gauche qui proposait d'élargir les repas Crous à 1 €, qui sont d'ailleurs valables uniquement pour les boursiers. Est-ce que justement, pour vous, ça aurait dû être élargi à tous? Je pense que ça aurait dû être élargi à tous les étudiants, peu importe
si ces étudiants reçoivent de l'aide de leurs parents, si leurs parents sont aisés ou pas, je pense que c'est une aide qui est toujours la bienvenue. Après, je pense qu'il y avait eu à un moment donné, les députés qui étaient opposés à ça disaient que ça créait une forme d'inégalité entre les étudiants. Ce que je ne comprends pas, j'avais l'impression que c'était un peu une blague. En fait, c'était quelque chose qui était réservé aux étudiants les plus précaires. Et ils ont dit que ça créait une forme d'inégalité avec les étudiants qui venaient de familles beaucoup plus aisées. Donc, j'ai l'impression que c'est un discours un peu où les gens qui, bon, je vais le dire comme ça, les gens qui ont se mettent un peu en position de victime par rapport à ceux qui n'ont pas. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je précise que les repas en euros pour les boursiers, ça représente effectivement un énorme atout concernant l'accessibilité à l'achat de repas étudiants. Mis à part ça, je pense que cette accessibilité, elle doit rester réservée aux étudiants boursiers, parce que le fait d'élargir, de l'élargir à l'ensemble des étudiants, selon moi, ça pourrait provoquer une diminution des aides pour les boursiers, la diminution du budget réservé aux aides universitaires, etc. Et en plus de ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les repas en euros pour les non-boursiers, pour les non-boursiers, ça peut être aussi mis en place pour les personnes non-boursières. Les repas en euros pour les boursiers, excusez-moi, peuvent être mis en place pour les personnes non boursières. En fait, il suffit de faire une demande sur un site très précis qui est epalecrou.fr et après tu peux accéder à ça. Mais vous savez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que pour recevoir de l'aide de l'État, et on a de plus en plus l'impression dans chaque strate dans chaque domaine de notre vie actuellement, on a l'impression que le gouvernement essaie un peu de décortiquer tous les avancées qu'on a pu gratter en se battant pour nos droits. Donc, en se battant pour nos droits. Donc, on a l'impression que les étudiants doivent être dans une situation où, une situation vraiment terrible, où ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'autres aides que ces aides-là pour pouvoir y accéder. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être que le gouvernement commence à essayer de prendre des décisions, des mesures fortes pour pouvoir aider les étudiants, leur montrer qu'ils sont là pour les étudiants, que de les laisser tomber dans une forme de misère. Je vous remercie en tout cas pour ce débat qui est très intéressant. Donc c'est ici que s'achève notre débat. Merci Lina, merci Robespierre d'avoir été présent à mes côtés afin de débattre de ce sujet aussi important. Ce qu'il faut retenir dans ce débat entre Elina et Robespierre, c'est que les étudiants, peu importe leurs revenus, traversent au cours de leur cursus des difficultés financières locatives qui mènent parfois à la précarité, qui peut affecter parfois également la scolarité de ces derniers. Donc, on rappelle qu'il existe cependant plusieurs aides financières pour les étudiants boursiers ou non. Il existe également des associations et l'État peut venir en aide pour pallier à tout cela. Voilà, merci. Merci donc à nos trois chroniqueurs pour ce débat riche en arguments et en informations. Passons désormais à la chronique Fusion France 3, France Bleu Didier. Chers auditeurs de 13e Monde, bonjour. Dans la chronique média d'aujourd'hui, nous allons parler de l'union de France 3 et France Bleu, qui est une nouvelle étape dans le traitement de l'information régionale. Cette union concerne France Bleu, chaîne radio affiliée à Radio France, ainsi que France 3, chaîne de télévision du groupe France Télévisions. Ces deux chaînes vont associer leurs talents de modèles d'information et refléter les problèmes de ces régions françaises. Cette union va permettre de mutualiser les moyens humains et financiers pour mieux traiter l'information, mieux informer les spectateurs et mieux refléter la réalité des problèmes dans les régions avec des podcasts ou des reportages. Le nouveau nom issu de cette union est ici. Une plateforme numérique sera mise en place afin de pouvoir visionner et écouter les podcasts ou les reportages liés aux régions. Le but, transmettre l'information la plus représentative de chaque région avec leurs différentes spécificités et pouvoir mettre en commun toutes leurs complémentarités dans une même chaîne. Nous lançons un nouveau média global de la proximité et progressivement nos marques s'effaceront derrière une marque unique. Se rapprocher physiquement pour mieux se
coordonné a incité Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, et Sibey Veil, présidente de Radio France. Refusant le terme de fusion, on ne touche pas au statut juridique de nos salariés ou de nos entreprises. Ce n'est pas une fusion. Il est essentiel de préserver l'identité et la spécificité de chaque média tout en favorisant la collaboration et l'innovation. Pour les critiques, cette union empêche de rendre et rend absent toute visée éditoriale et ne pourra pas faire du cas par cas selon les régions et leurs problèmes spécifiques. La proximité et l'ADN de France 3 et France Bleu, la chaîne radio à 24 antennes régionales et France 3 à 44 antennes. Cette proximité fait que les citoyens s'y sont attachés. Et l'autre enjeu que fait face France Télévisions, c'est la suppression de France O. Elle était la représentante des îles françaises sur la TNT. Et France Télévisions a essayé d'un peu faire oublier ça avec cette union. Merci pour cette chronique Idir, ces petites précisions médias, c'était génial. Il est maintenant l'heure de la chronique École triste de Lilane. Alors, école triste. Qui a vu une école les a vues toutes. Il n'y a rien de plus laid à voir qu'une école. Vieille, elle peut plaire par les coups de pied qui ont laissé leurs traces au mur et par l'empreinte des petits doigts sur les portes. Neuve, elle est sinistre. Les murs de la classe ont ce vernis de propreté hygiénique qui fait penser tout de suite à certains réduits de nos grandes gares. Pour reposer les yeux et pour évoquer la nature absente, on a pendu au mur des cartes et des tableaux qu'on n'imaginera jamais aussi laids qu'ils sont, si on ne les a pas vus. Le lieu dit de récréation est en vérité plus triste à considérer que la classe. Une cour rectangulaire, entourée d'une bordure d'asphalte et garnie de petits cailloux ronds qui font un bruit aigu sous les pieds. Là-dedans sont alignés quelques tilleuls, bien réguliers, dont les feuilles sont enduites d'une poussière noire. Au fond, tout le long du mur, s'étalent les cabinets, peints en brun et administrativement divisés en casiers. Ils sont désinfectés comme vous pensez, et on le sent bien. Il y a quelque chose de pis que les odeurs animales. C'est l'odeur des désinfectants. En haut, heureusement, le ciel comme il est, gris ou bleu. L'administration n'y peut rien. Et sachez bien qu'elle le regrette. Comment voulez-vous que dans un tel cadre, l'enseignement soit vivant ? J'en étais là, dans mon développement, lorsque le misanthrope, qui lisait par-dessus mon épaule, m'a interrompu en disant « Pourquoi voulez-vous que l'enseignement soit vivant ? Pourquoi voulez-vous que l'école ne ressemble pas à une prison ? La principale fonction de l'homme civilisé, c'est de faire avec résignation des choses ennuyeuses. Et ce n'est pas difficile si l'on commence très jeune. Mais si les enfants ne s'ennuyaient pas à l'école, la vie leur semblerait trop dure quand ils en sortiraient. » Poème en prose d'Alain, nom de plume d'Émile Chartier. Merci beaucoup Lilane pour cette magnifique intervention. Dans quelques instants, nous retrouverons Cécile et Shaina pour une table ronde avec Jean-Sylvestre à propos d'un sujet assez sensible mais tout aussi prenant, n'est-ce pas Alexis ? Tout à fait, Love. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique spéciale de notre table ronde sur le sujet brûlant d'actualité, la grève pour l'amélioration dans l'éducation dans le département de la Seine-Saint-Denis, une région parisienne. Comme on l'a coutumé, aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir deux invités de marque, Cécile et Shainaz, qui vont nous apporter leur point de vue sur cette question cruciale qui touche de près la jeunesse et le système éducatif français. Alors, que les revendications des enseignants et des étudiants se font de plus en plus entendre, il est impératif d'explorer les enjeux, les défis et les perspectives liées à cette grève et aux changements qu'elle cherche à instaurer. Sans plus tarder, plongeons-nous dans cette table ronde essentielle pour l'avenir de l'éducation dans notre société en général et en particulier le département 93. Bonjour Shainaz, bonjour Cécile. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons poser la question suivante qui est « Pourquoi la grève pour l'évolution de l'éducation dans le 93 ?» La grève est une juste façon d'exprimer son désaccord et un droit qui motive au changement. Je pense même que la grève est un élément fondamental dans l'évolution de l'éducation dans le 93. Elles sont indispensables, mais selon moi trop peu présentes ou impactantes. Il reste encore beaucoup de choses à revoir dans le département, car le 93 doit faire face à plusieurs types de difficultés, et encore plus en ce qui concerne l'éducation et son accès. Par exemple, il y a un réel problème de surpopulation au sein des établissements dans l'enseignement supérieur.
qui peut donner part à des écarts en ce qui concerne les conditions de réussite et les conditions de travail des étudiants. Par exemple, cette même surpopulation pourrait donner lieu à du matériel ou des ressources moins qualitatives ou manquantes. Idem pour les infrastructures et l'équipe pédagogique qui se retrouve souvent en sous-nombre à cause des conditions de travail peu recommandées et du caractère souvent urgent de leur recrutement. Il y a également un problème en ce qui concerne le financement de l'éducation dans ces établissements, trop peu élevé en comparaison avec le nombre d'étudiants et le nombre de problèmes auxquels doit faire face le département. Car en dehors des problèmes internes aux établissements scolaires, le département doit faire face à des soucis externes, comme par exemple l'image à laquelle le département est associé, donc c'est-à-dire les stéréotypes qu'il y a autour du 93 et la catégorisation que pourraient avoir à subir les étudiants, qui pourrait donner lieu à de l'exclusion, voire de la discrimination dans certaines situations. À côté de cela, une grande partie des étudiants doivent également faire face à des obstacles socio-économiques dans leur vie personnelle, donc c'est-à-dire des problèmes financiers, des préoccupations en ce qui concerne leur sécurité, le logement, l'aide à la famille, etc. Ce sont des jeunes adultes très préoccupés qui sont donc exposés au manque de motivation, au décrochage scolaire ou au manque de ressources à domicile. C'est pourquoi ils ont besoin d'un soutien supplémentaire et je pense que c'est ce que nous devrions rechercher par le biais de nos grèves. Je rejoins l'avis de ma camarade. La grève a pour ambition de vouloir faire évoluer la situation du fait qu'elle soit le levier de l'écoutation. Malheureusement, par cette pression plus ou moins violente collective, que nous pourrions faire entendre nos revendications des difficultés précédemment évoquées et ainsi aider notre département à faire évoluer l'éducation de la jeunesse. Je pense que la grève pourrait être le point de départ pour la mise en place de plusieurs systèmes qui viseraient à améliorer l'éducation en Seine-Saint-Denis. Alors, Cécile, je m'adresse particulièrement à vous. Quel système pourrait favoriser l'émancipation dans le domaine de l'éducation, à votre avis? Je pense que, par exemple, nous pourrions faire augmenter le financement des établissements d'études supérieures. D'accord. Cela permettrait de proposer un enseignement personnalisable, de ressources pédagogiques de qualité supérieure, qui seraient plus adaptées aux besoins spécifiques des étudiants, d'améliorer les infrastructures, donc de réduire les effectifs dans les classes et d'améliorer les conditions de travail pour tous. Nous pourrions également mettre en place des programmes de soutien pour les élèves, comme les cellules psychologiques, des services de conseil et de mentorat. Un soutien scolaire, faire des établissements scolaires un environnement inclusif, compréhensible et égalitaire. Tout ceci nous permettrait de lutter activement, par exemple, contre le décrochage ou les difficultés scolaires auxquelles sont confrontés les étudiants de Seine-Saint-Denis. Nous pourrions également penser à renforcer l'insertion professionnelle des étudiants en créant un lien solide entre le domaine de l'éducation et du travail. Envisager des solutions concrètes comme faire des stages, faire des intervenir des professionnels et la crédibilité de l'enseignement pour être renforcée avec un partenariat avec des entreprises locales. Vous êtes pour une grève plutôt pacifique ou une grève plutôt avec, je sais pas, soit... Je pense qu'une grève collective qui fait, si on est plusieurs, on pourrait faire agir et le système à changer les choses dans l'éducation. Mais effectivement. Si nous restons un peu passifs et nous ne faisons rien, bah, rien ne va changer et rien ne va donner pour changer pour le futur représentants de l'éducation après. Chahinez, qu'est-ce que vous en pensez en fait de tout ce qui est la grève? Est-ce que la grève peut améliorer de manière efficace les conditions de vie des étudiants ou de l'enseignement dans le département Seine-Saint-Denis? En finalité, je pense que la grève serait efficace, mais sous plusieurs conditions, dont la première, pour moi la principale, ce serait que que tout le monde s'en mêle, que on ne soit pas égoïste à militer contre des droits, enfin, qui nous concernent personnellement, mais plutôt pour la justice. Merci Chahinez, merci Cécile pour votre intervention. Ainsi, nous sommes dans les dernières secondes de notre table ronde. Retenons que la mobilisation collective pour l'amélioration de l'éducation dans le 93 a mis en lumière les défis rencontrés par les enseignants, les étudiants et leurs familles. Cécile a souligné l'importance d'investir dans l'éducation, quitte à passer par la grève, tandis que Chahinez a évoqué les bienfaits ou l'amélioration que pourrait engendrer une grève. La grève du 93 est un cri de ralliement
pour un changement positif. Aujourd'hui, nous devons continuer à soutenir nos enseignants et à garantir à chaque enfant une éducation de qualité pour un avenir où une éducation serait le levier de progrès et de l'égalité pour tous. Sur ces mots, prend fin notre table ronde. Je vous remercie. Nous remercions donc Cécile, Shaina et Jean-Sylvestre pour votre recul sur cette situation, avec des propos toujours aussi pertinents. Écoutons dès à présent Ibrahim pour nous faire part, cette fois-ci, de son ressenti vis-à-vis de tout cela. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu, voire beaucoup, du ministère de l'Éducation nationale et de ces gens. En fait, je parle de Pape Ndiaye, de Gabriel Attal, de Amélie et de la dernière, espérant qu'il n'y ait pas encore des soucis qui l'attendent. C'est vraiment triste de se foutre de ceux qui construisent l'avenir de ce pays. Bon, puisqu'on n'est pas dans le bâtiment et c'est un peu vague, je parle précisément des enseignants et enseignantes qui nous apprennent à devenir la France de demain. Bref, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'éducation nationale? Tous les jours, on nous change de ministre comme si l'éducation était une cabine d'essayage de chez H&M. Allez, on commence par Pape Ndiaye, qui est un peu trop mou, et clairement, il n'y a personne qui aime. Aussi, Gabriel Attal a dit donc que c'est une abaya, qu'est-ce que c'est pauvre éclaté comme tenue. Par contre, on peut faire un truc un peu vintage à la Macron. Il y a peut-être moyen, Dja, et en fait, on enchaîne avec Amélie ou Déa Castera. Franchement, j'en ai pas mal les soucis dans ma vie. En fait, la couleur est très chaude et abusée. Mais c'est là, je prends mais que pour les JO, pour aller voir Stanislas, très bon joueur de tennis. Enfin, on finit avec Nicole Belloubet. C'est pas top, mais quand tu portes cette tenue, ça donne des ailes, trop d'énergie pour passer cet été dans les galères parisiennes. Je m'achète une fois que j'aurai la bourse de Kerry James. Après tout, nous sommes en France où 10 milliardaires influencent et façonnent l'opinion publique, où être riche, c'est être prioritaire, et être pauvre, c'est manifester tous les jours et s'engueuler dans les trains. Vous voyez de quoi je parle. Liberté pour les riches, égalité entre les riches, fraternité entre les riches et les écoles privées. Parce que c'est privé, il y a sûrement des thunes, des gosses de riches, et c'est la France de demain. Qu'est-ce qu'elle est belle, la France des riches. Bon, passons à autre chose. Je passe mon téléphone au surveillant du lycée Paul Éluard de Saint-Denis. Tiens, il y a un rat qui est en train de se promener dans le couloir. Gros lapsus, désolé. Je passe ma douche et ma chambre étudiante à quelqu'un que je connais pas, à un touriste, je veux dire. J'imagine que je dois aussi laisser mon gel douche. Ben voyons, je suis étranger, où est-ce que je vais dormir? Peut-être chez une copine? Et non, et c'est fait éjecter aussi comme une clé USB qui contient un projet de mémoire de Master 2. Hashtag étudiant SDF, abandonné par le système et toujours en quête de solutions. Sérieusement, entre un Kinder et une chambre moisie, vous prenez quoi? Sérieusement. Personnellement, le choix est vite fait. Un Kinder dans un verre de lait, ça fait Kinder White et c'est parfait. Je le partage avec un SDF et c'est un acte humanitaire. En pleine galère, ça tiendra jusqu'à la fin des JO et je reprends ma chambre étudiante. Après tout, si je reste et que je tombe malade, qui va s'occuper de moi? Déjà, le SAMU sera débordé sur les champs. Un taxi, ça sera trop cher et aller à l'hôpital. Mais bon, je pense que tout le monde connaît l'état de nos hôpitaux. Enfin, manque de toubib et tu meurs après. Un petit conseil pour les étudiants concernés, allez rester chez papy et mamie. S'ils sont au paradis, pensez à squatter chez vos copines et copains. Et s'ils en ont marre de vous accueillir, pensez à faire des soirées pyjama. Je pense que c'est beaucoup mieux que d'être abandonné par un ministère, enfin je veux dire par l'État, Macron et ses copains. C'était Ibrahim, merci. Merci à vous Ibrahim pour cette chronique haute en couleur. L'émission touche à sa fin. Il est donc pour moi de remercier tout le monde, de remercier tous nos chroniqueurs, nos intervenants, notre invité, vous, le public, tout le monde. Merci à Nora à la régie. Merci à Madame Léa Capuano de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine et sur cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. 13e monde. Et si à la prochaine. On s'écoutait parler.